L'invitation au dîner du dimanche fut une surprise. Mes parents ne m'avaient pas invité depuis des mois. Pas depuis que j'avais refusé de leur prêter 50 000 $ pour le mariage de destination de ma sœur cadette Sarah. Mon frère Tom m'avait traité d'égoïste, me rappelant comment ils avaient soutenu mon éducation, oubliant commodément que j'avais eu 3 emplois pour payer mes études de médecine pendant qu'ils finançaient leurs entreprises ratées. Pourtant, quelque chose dans l'insistance de ma mère me rendait méfiante. Après 15 ans en tant que chirurgienne d'urgence, j'ai développé un 6e sens pour les tempêtes à venir. Cette invitation à dîner, c'était comme voir des nuages d'orage s'accumuler à l'horizon. Je suis arrivée à leur maison de banlieue dans ma modeste Honda Civic. J'avais appris il y a longtemps à ne pas montrer de signes de réussite financière près de ma famille. La dernière fois qu'ils ont vu ma Mercedes, cela a déclenché une conférence de 3 heures sur les obligations familiales et comment je devrais partager mes bénédictions. La BMW de Sarah et la nouvelle Audi de Tom étaient déjà garées dans l'allée. Bien sûr, ils étaient là. Clairement, c'était une embuscade familiale. Émilie. Le sourire de ma mère était trop éclatant quand elle a ouvert la porte. Te voilà enfin. Tout le monde t'attend. La salle à manger était dressée avec la meilleure porcelaine de ma mère. Un autre signe avant-coureur. Papa était assis en bout de table, une enveloppe Kraft à côté de son assiette. Sarah et Tom le flanquaient tous deux avec des expressions qui me rappelaient des chats qui avaient trouvé un oiseau blessé. Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, a souri Sarah. À 32 ans, ma sœur cadette n'avait jamais eu d'emploi pendant plus de 6 mois, mais elle avait perfectionné l'art de manipuler nos parents. Trop occupée à sauver des vies pour rendre visite à la famille, j'ai ignoré sa pique prenant place. Merci de m'inviter, maman. Quelle est cette occasion? Est-ce que des parents ne peuvent pas vouloir dîner avec leur fille? A demandé papa, mais sa main reposait de manière protectrice sur l'enveloppe Kraft. Ma mère a servi son poulet rôti signature. Un autre drapeau rouge. Elle ne le préparait que lorsqu'elle voulait quelque chose. J'avais à peine pris 2 bouchées que papa s'est éclairci la gorge. Émilie, nous devons discuter de quelque chose d'important. Il a sorti des documents de l'enveloppe. Ta mère et moi avons mis à jour notre testament. Voilà. Nous avons pensé à notre héritage, à continuer ma mère, d'une voix répétée, à nous assurer que nos biens sont distribués de manière appropriée. Tom s'est redressé, essayant d'avoir l'air solennel, mais incapable de cacher son sourire suffisant. Sarah n'a même pas essayé de dissimuler sa satisfaction. Nous avons décidé à annoncer papa que compte tenu de ta situation financière, tu n'as pas besoin d'un héritage. La maison, nos économies, tout sera partagé entre Sarah et Tom. J'ai posé ma fourchette le métal cliquetant contre la fine porcelaine. Ma situation financière. Eh bien, tu es médecin, a dit ma mère comme si cela expliquait tout. Tu gagnes assez d'argent. Tes frères et sœurs en ont plus besoin. J'ai regardé Sarah qui portait des vêtements de marque et une nouvelle bague de fiançailles, puis Tom qui venait de rentrer de ses 3e vacances de l'année. Aucun d'eux ne s'était jamais entièrement soutenu, dépendant toujours de la générosité de nos parents. De plus, a ajouté Sarah doucement, tu as tourné le dos à la famille quand tu as refusé d'aider pour mon mariage. La famille doit aider la famille. Ma mère a posé sa main sur le testament, ses yeux rencontrant les miens avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu ne recevras pas un seul centime, Émilie. C'est définitif. La pièce est devenue silencieuse, attendant ma réaction. Ils s'attendèrent à des larmes, des protestations, peut-être des supplications. Au lieu de cela, j'ai souri. C'est d'accord, ai-je dit calmement en me levant. Alors n'attendez pas un seul centime de ma part non plus. Ni maintenant, ni jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? A exigé Tom. J'ai pris mon sac, la voix ferme. Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Ne m'appelez pas quand vous aurez besoin d'argent. Ne m'appelez pas en cas d'urgence médicale. Ne m'appelez pour rien. Tu fais ton cinéma, c'est moquer ma mère. Et où iriez-vous d'autre pour obtenir de l'aide médicale? Chez le médecin qui vous prendra sans mes références ou mes relations à l'hôpital, qui vous acceptera sans que ma réputation ne garantisse vos factures, chez le spécialiste qui vous verra sans ma recommandation. La confiance a commencé à s'estomper de leur visage à mesure que mes mots prenaient effet. Tu ne le ferais pas, a chuchoté Sarah. Regardez-moi. J'ai marché vers la porte, puis je me suis retournée une dernière fois.
Vous avez fait votre choix. Maintenant vivez avec. En partant, je pouvais les voir à travers la fenêtre de la salle à manger, leurs têtes rapprochées, se félicitant probablement de m'avoir remise à ma place. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Parfois, les pires tempêtes sont celles qu'on ne voit pas venir. Le premier signe de problème est apparu 3 semaines après le dîner. Tom m'a appelé 17 fois en 1 heure. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale, me souvenant des yeux froids de ma mère, alors qu'elle déclarait que je ne recevrais pas un seul centime. Le 18e appel provenait de l'hôpital où j'étais chef de la chirurgie d'urgence. Dr. Harrison a dit mon collègue le Dr. Peters, votre frère Tom, est aux urgences. Douleur abdominale aiguë. Il exige de vous voir spécifiquement. Je ne suis pas disponible. Ai-je rétorqué calmement. N'importe lequel de nos chirurgiens qualifiés peut s'en occuper. Il y eut une pause. Il a des difficultés avec les arrangements de paiement. Il a mentionné que vous vous en occupiez habituellement. Bien sûr, j'avais discrètement arrangé un traitement préférentiel et géré les plans de paiement pour ma famille pendant des années. Il n'avait aucune idée du nombre de ficelles que j'avais tiré du nombre de faveurs que j'avais demandées. Plus maintenant. Traitez-le comme n'importe quel autre patient. Tom avait besoin d'une appendicectomie d'urgence. Sans mon intervention, il a dû faire face au coût total, 35 000 $. Ses multiples entreprises ratées l'avaient laissé avec un mauvais crédit et les actifs de nos parents étaient principalement immobilisés dans leur maison. 1 semaine plus tard, c'était au tour de Sarah. Elle avait skié à Aspen, un autre voyage de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, et s'était déchiré le ligament croisé antérieur encore une fois. Mon téléphone a explosé d'appels. « Émilie, s'il te plaît », a-t-elle sangloté dans un message vocal. Le spécialiste ici ne me verra pas sans paiement d'avance. Maman et papa ne peuvent donc pas aider à cause des factures d'hôpital de Tom. Je sais ce qu'ils ont dit au dîner, mais je suis ta sœur. J'ai effacé le message. Le vrai cauchemar a frappé 2 semaines plus tard. Papa a eu une crise cardiaque. L'appel hystérique de ma mère est arrivé à 3 heures du matin. « Émilie, ton père. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. L'hôpital veut 150 000 $ pour la chirurgie cardiaque. Ils ne la feront pas sans arrangement de paiement. Il a besoin du meilleur chirurgien. » J'étais déjà à l'hôpital. J'avais été prévenue à son arrivée. Je me tenais à l'extérieur de sa chambre, regardant à travers la fenêtre comment il gisait là, connecté à des moniteurs. Le meilleur chirurgien cardiaque, ai-je dit au téléphone, serait le Dr. Williams, qui par hasard n'accepte que des références spéciales, généralement de ma part. « Émilie, s'il te plaît. » La voix de ma mère s'est brisée. « Ce que tu veux, nous changerons le testament. » N'importe quoi. Il ne s'agit plus du testament, maman. Il s'agit d'années où vous m'avez prise pour acquise. D'années où vous vous attendiez à ce que je règle les problèmes de tout le monde, tout en me traitant comme un distributeur automatique familial. C'est ton père, et je suis ta fille, celle que vous avez déshéritée, parce que je m'en sortais assez bien toute seule. Tu te souviens? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « Il y a d'autres hôpitaux », a finalement dit ma mère d'une voix faible. « Oui, il y en a. Et tous les chirurgiens cardiaques qui valent quelque chose dans cette ville me connaissent. Ils connaissent mon travail. Ils apprécient mes références. Bonne chance pour en trouver un qui acceptera une chirurgie à haut risque sans paiement d'avance. Surtout avec leur situation financière actuelle. » J'ai raccroché regardant à travers la fenêtre comment ma mère retournait au chevet de papa. Elle semblait plus âgée vaincue. Sarah et Tom se blottissaient dans un coin, faisant enfin face à la réalité de leur choix. Une infirmière s'est approchée de moi. « Dr. Harrison, les analyses de votre père sont arrivées. Elles ne sont pas bonnes. » J'ai hoché la tête, pensant à toutes les fois où je les avais sauvés, soutenus, protégés, et comment ils avaient payé cette dévotion avec de l'avidité et de la manipulation. « Merci, Jenny. Veuillez vous assurer qu'il reçoit les protocoles de soins standards, pas vos instructions de soins premium habituelles. » A-t-elle demandé surprise. « Non. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. » Les 48 heures suivantes ont transformé ma famille d'une manière que leur précieux testament n'aurait jamais pu le faire. J'ai observé de loin comment ils se démenaient pour trouver des fonds pour la chirurgie de papa. Leur façade parfaite s'est fissurée sous la pression.
Sarah a dû vendre ses sacs de créateurs. Tom a mis sa Rolex en gage. Et ma mère a appelé tous les parents pour demander des prêts. Le docteur Williams, le chirurgien cardiaque, m'a arrêté dans le couloir. Émilie, le cas de ton père. Je ne t'ai jamais connue pour refuser une référence familiale. Les choses changent, ai-je rétorqué, mettant à jour le dossier d'un autre patient. Il devra être transféré à l'hôpital du comté. Les statistiques de résultats là-bas, pour ce type de chirurgie, il a laissé la phrase en suspens, de manière significative. Parfois les gens ont besoin de comprendre le coût réel de leur choix, ai-je dit à voix basse. Non seulement en argent, mais en conséquence. Ce soir-là, j'ai trouvé ma mère seule dans la chapelle de l'hôpital. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, son maquillage coulant de larmes. Nous avons trouvé un chirurgien à l'hôpital du comté, a-t-elle dit d'une voix creuse. Le taux de réussite est plus faible, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre. Je me suis assise à côté d'elle, gardant une distance professionnelle. Tu sais, maman, pendant 15 ans, j'ai été le filet de sécurité de la famille. Chaque urgence, chaque crise, chaque désastre financier, je l'ai réparé. Non pas parce que vous le demandiez gentiment, non pas parce que vous l'appréciez, mais parce que je croyais que c'est ce que fait la famille. Émilie, nous ne savions pas. Non, vous saviez. Vous ne vous en souciez tout simplement pas. Vous avez vu mon succès comme une ressource à exploiter, pas comme une réussite à célébrer. Quand est-ce que l'un de vous a demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée? Quelle vie je sauve? Quelle semaine de 70 heures je travaille? Elle est restée silencieuse. Savais-tu qu'on m'a offert un poste de chef de la chirurgie à la clinique Mayo le mois dernier? Bien sûr que non, parce qu'au dîner de famille, où je prévoyais de l'annoncer, vous étiez trop occupé à me déshériter. Les mains de ma mère ont tremblé. Nous pouvons changer le testament. Il ne s'agit plus du testament. Il s'agit de respect. Il s'agit de faire en sorte que la famille signifie plus que simplement qui peut fournir quoi. Il s'agit de comprendre que le succès s'accompagne de responsabilités, pas de droit à exiger. Je me suis levée, lissant ma blouse blanche. J'ai demandé au docteur Williams de prendre en charge le cas de papa. Pro bono. Elle a brusquement relevé la tête. Pas à cause de tes larmes, pas à cause du testament, mais parce que j'ai prêté serment de sauver des vies. Et je ne laisserai pas mon père devenir une victime de l'avidité de cette famille. Merci, Émilie. Elle a commencé à tendre la main vers moi, mais j'ai reculé. Ne me remercie pas encore. Il y a des conditions. Premièrement, Sarah et Tom trouvent un vrai travail, pas leurs combines habituelles. Deuxièmement, toi et papa suivez une thérapie familiale. Troisièmement, vous apprenez tous à vous débrouiller seuls. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors papa sera transféré à l'hôpital du comté et vous vivrez tous avec ce choix. 21 minutes plus tard, je les ai vus signer l'accord que mon avocat avait préparé. Sarah a pleuré en acceptant un poste d'assistante de bureau de premier échelon. Tom a accepté de vendre sa voiture et de commencer à payer ses propres factures. Maman et papa se sont engagés à des séances de thérapie hebdomadaires. La chirurgie de papa fut un succès. Pendant sa convalescence, je lui ai rendu visite strictement en tant que son médecin, maintenant les limites professionnelles qu'il n'avait jamais pris la peine de respecter auparavant. 6 mois plus tard, les choses avaient changé. Sarah a découvert qu'elle appréciait en fait de gagner son propre argent. Tom a démarré une petite entreprise légitime sans demander l'aide de la famille. Maman et papa ont appris à voir leurs enfants comme des adultes, pas comme des ressources ou des fardeaux. Le testament. Ils l'ont révisé pour tout partager à parts égales, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je les avais aidés à comprendre que la vraie richesse familiale ne se mesure pas en héritage ou en aide, mais en respect, en indépendance et en soutien mutuel. Aujourd'hui, la maison de mes parents a une nouvelle photo de famille sur le mur. Dessus, nous sommes tous ensemble à ma cérémonie de nomination à la clinique Mayo. Sarah porte des vêtements de magasin normaux, mais un sourire sincère. La cravate de Tom est bon marché, mais sa fierté est réelle. Maman et papa ont l'air plus âgés, mais plus sages. Moi, je suis dans ma blouse blanche, enfin vue non seulement comme le distributeur automatique familial, mais comme le docteur Emily Harrison, chef de la chirurgie, et une fille dont la valeur s'étend bien au-delà de son compte en banque. Parfois, les leçons les plus difficiles exigent les limites les plus fermes.
Et parfois, toucher le fond est le seul moyen pour une famille de construire une fondation plus solide. Ils n'ont plus jamais essayé de m'utiliser pour de l'argent. Au lieu de cela, ils ont appris quelque chose de plus précieux que la vraie valeur familiale, ne se mesure pas en centimes et en dollars, mais en respect, en croissance et en amour sincère. Le testament repose maintenant dans un tiroir en grande partie oublié. Parce que nous avons tous enfin compris que le véritable héritage n'est pas ce qu'on laisse derrière soi quand quelqu'un meurt. C'est ce qu'on construit ensemble de notre vivant.